Mes très chers frères et sœurs, chers compatriotes, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques. Je vous salue au nom de l'amour profond de notre mère patrie, l'Afrique. Vous n'êtes sans ignorer qu'au lendemain des années 1960, cette révolution et ces combats menés par nos pères, ceux qui nous ont précédés dans ces combats de la libération effective de notre mère patrie, l'Afrique, dans la majorité des cas, ont tous perdu la vie. Mes pensées vont ici à Samora Machel, mes pensées vont ici à Kwame Nkrumah, dont le pouvoir a été renversé et le régime a été fortement et acharnement combattu. Mes pensées vont ici au président Kasavubu, mes pensées vont à Patrice Emery Lumumba, mes pensées vont à Barthélemy Boganda, tous ces pères qui, comme un seul homme, étaient justement mobilisés et déterminés à conduire notre mère patrie, l'Afrique, vers une libération totale et effective. Cette libération devrait notamment permettre à l'Afrique d'accéder à sa souveraineté nationale et internationale, permettre aux fils et filles d'Afrique de répondre notamment leurs États entre leurs mains. Ces jeunes États vigoureux qui naissaient de l'Afrique ont vu notamment cet élan arrêté par la politique et la brutalité appliquée par le colonialisme à l'époque, qui a coûté la vie aux figures de proue, notamment de cette lutte. Cette période a laissé une vacance, notamment dans la direction de l'Afrique, dans l'orientation que devait prendre notre mère patrie, l'Afrique. Laquelle situation a occasionné l'arrivée de certains parvenus à la tête de nos États. Mes pensées ici iront tout droit à ceux qui ont succédé, à tous ces pères des indépendances qui, justement, avaient l'idée et la vision de ce que devait devenir l'Afrique dans les décennies à venir. Mais malheureusement, ces multiples et ces nombreuses recrues de l'armée française, d'autres armées étrangères, de l'armée belge, de l'armée italienne, que sais-je encore, mais aussi des réseaux mafieux tels que la France-Afrique, tels que autant de réseaux qui, en ces moments-là, tiraient des ficelles pour empêcher justement les fils et filles de l'Afrique de répandre entre leurs mains la destinée de leur beau pays et de notre mère patrie. Mes chers compatriotes, on a appelé ces mouvements les révolutions tout couleur. Ces révolutions avaient justement éliminé les vrais révolutionnaires pour placer des pseudo-révolutionnaires. Comprenez ? Il était une fois, notamment en République démocratique du Congo actuelle, à l'époque le Congo, devenu les Zaïre à un moment, les vrais révolutionnaires Patrice Emery Lumumba a été abattu pour laisser la place notamment aux pseudo-révolutionnaires, le maréchal Mobutu qui avait à un moment donné appliqué certains des programmes qu'on a vus, notamment le retour à l'authenticité, beaucoup d'autres politiques qui ont été mises en place, qui figuraient notamment dans la pensée de tous ces pères politiques. Ceux qui ont suivi la conférence d'Accra s'en souviendront notamment des lignes qui ont été dégagées en la présence notamment de grandes figures comme Patrice Lumumba, Ahmed Sékou Touré, Kwame Nkrumah et j'en passe. Le cas du Togo, dont le vrai qui était censé mener cette révolution, Sylvanus Olympio, laissera la place aux pseudo-révolutionnaires Gnassingbé et Yadema. Et le cas aussi illustre de Thomas Sankara, qui était censé justement quelques années après mener cette révolution, qui laissera la place notamment à Blaise Compaoré. Mes chers compatriotes, cette situation des années 60 avait justement jeté, si vous voulez, le désespoir et avait assombri l'avenir de notre mère patrie, l'Afrique. Il a fallu attendre notamment les années 80, vers les années 80, d'où l'espoir va renaître, d'où l'Afrique deviendra encore, si vous voulez, va attirer tous les regards du monde. Tous les projecteurs de l'histoire seront encore braqués vers notre mère patrie, l'Afrique, parce qu'en ces moments, l'espoir va renaître avec une nouvelle lumière incarnée par Isidore Noël Thomas Sankara. Thomas Sankara qui, comme vous le savez, était, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme les régulateurs de la moralité politique de l'humanité. L'homme qui, à travers ses mots, à travers ses paroles, à travers ses actes, avait justement posé les bases pour tout dirigeant qui, normalement constitué,
devait suivre la logique et la voie de cette moralité. Il est de nos jours considéré comme l'un des juges qui continue de nous juger, qui continue de juger tous les dirigeants africains, qui continue de juger notamment tous les engagés, tous les activistes, parce que Thomas Sankara reste jusqu'à preuve du contraire une boussole. À travers ses actes, ses paroles, il permet notamment à tout un chacun de nous de comprendre, de déceler le vrai du faux, de voir qui reste sur la bonne voie et qui s'écarte, de voir justement quelle est la voie à suivre. C'est ainsi, mes chers amis, je voulus aujourd'hui m'entretenir encore de nouveau avec vous après tout ce temps pour justement fixer le cap. Fixer le cap et réaffirmer ma position qui ne change pas. Vous vous rappellerez toujours que Marcus Garvey disait autrefois au peuple noir et au peuple africain de ne pas se laisser emporter par des sirènes venues d'autres puissances. Ça pouvait être la Chine, ça pouvait être l'Inde, ça pouvait être toute autre puissance, les puissances impérialistes et occidentales, de ne pas nous laisser justement emporter par les sirènes de ces puissances, parce qu'il n'y a aucune puissance ici sur Terre. Je dis bien aucune puissance qui ne combat pour libérer l'autre, qui ne combat justement pour permettre à l'autre encore de devenir puissant, si ce n'est pour la soumettre et la sujetir. Dans cet état d'esprit, je continue la pensée vers les années 80, lorsque Noël Isidore Thomas Sankara refuse à un moment donné l'assistance de l'impérialisme occidental, c'est-à-dire du bloc occidental, mais aussi l'assistance de l'URSS, l'assistance de l'Union soviétique, parce qu'il estimait que cette assistance et cette aide n'étaient pas aux attentes, ne correspondaient pas aux attentes du peuple du Faso. Ce qui démontrait la volonté implacable de l'homme de recentrer tout autour de l'Afrique, de permettre notamment à cet homme-là et à cette femme de puiser au plus profond de lui pour avoir les éléments essentiels de transformer sa vie, de mener notamment son combat et la transformation de sa société. C'est dans cet acheminement, mes chers amis, que je viens ici justement vous annoncer que le 15 octobre, je suis bel et bien au Burkina Faso. Le 15 octobre, je suis au pays des hommes intègres, dans cet esprit et dans cette dynamique de continuer ces combats, de continuer ce travail qui, aujourd'hui, comme le dit l'ouvrage que j'apporterai entre mes mains, le tambour de la révolution africaine achevée. Pourquoi achevée? Parce que cette révolution semble pour nous achevée. Nos prédécesseurs ont tout planifié, nos prédécesseurs ont tout prévu. Simplement, il nous revient aujourd'hui d'exécuter ce que nos prédécesseurs ont commencé. Cette révolution, dans la pensée, dans l'esprit de chaque Africain, semble être achevée. Cette révolution, dans la démarche de cette lutte que nous avions engagée, semble être aujourd'hui achevée. Et qu'il nous revient de droit de matérialiser afin que chacun de nous palpe le fruit, si vous voulez, de ce travail commencé par nos pères et que nous allons pérenniser. J'irai notamment pour deux objectifs au Burkina Faso. Le premier des objectifs, c'est de placer la culture au centre de notre action qui vise notamment à la construction d'une puissance africaine. Tout le monde sera d'accord avec nous qu'aujourd'hui, l'homme africain, la femme africaine, semble être considéré comme un nageur dans un océan ou dans une piscine culturelle construite par l'Occident. À travers notamment ces instances et ces institutions qui sont la francophonie, la luxophonie, l'anglophonie. Parce que c'est dans cet ensemble-là que l'Africain est mis en valeur. C'est dans cet ensemble-là que l'Africain est vu et applaudi et que l'Africain est encouragé de réussir. Au-delà de ça, l'Africain n'existe pas. Parce que la preuve, même l'ensemble de nos États sont toujours considérés comme des États francophones, comme des États luxophones, comme des États anglophones, comme des États, je ne sais pas, arabophones, ou peut-être que ces États deviendront des États sinophones, parce qu'avec l'Afrique, il n'y a plus rien qui nous étonne. C'est dans cette logique-là que j'estime qu'il est essentiel aujourd'hui de faire de la culture africaine l'un des éléments centraux permettant notamment de construire, si vous voulez, la puissance africaine à venir. Donc c'est la raison pourquoi nous nous rendons au Burkina Faso pour justement travailler avec les acteurs locaux, travailler avec les dirigeants locaux, travailler notamment avec la jeunesse locale du Burkina Faso et la jeunesse envoisinante pour poser les bases de ce qu'adviendra notamment la puissance africaine vue à travers
l'identité culturelle de notre peuple, vue à travers le patrimoine culturel africain qui, depuis le combat que nous avions engagé, semble sur la bonne voie de retrouver la maison. Voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne vais pas seul. J'y vais avec le tambour de la révolution africaine achevée. Le tambour de la révolution africaine achevée est notamment cet instrument miniaturisé. Cet tambour miniaturisé pour permettre à chacun, dans son domaine précis, pour permettre à chacun, à son rythme, de pouvoir révolutionner sa vie, de révolutionner sa communauté, de révolutionner la société, de révolutionner l'Afrique, d'apporter aussi les siens dans cette révolution perpétuelle que nous menons pour justement la libération effective de notre mère patrie l'Afrique. C'est pourquoi je lance un appel ici à vous autres. Je vous lance un appel, chers frères et sœurs. Je vous lance un appel, chers camarades. Recréons l'homme africain à notre image. Recréons l'homme africain à notre culture. Recréons l'homme africain à l'image de notre identité et de notre culture. Parce que l'homme africain qui vit et qui gouverne l'Afrique depuis 1960, cet homme africain qui est censé, qui d'ailleurs s'est autoproclamé, ou disons par les circonstances, les événements, constitue l'élite africaine. Cet homme a été créé à l'image du colon. Cet homme a été créé à l'image de l'impérialisme. Cet homme a été créé aux besoins de l'impérialisme tentaculaire de l'Occident. Les conséquences, nous le voyons. Les résultats, nous le voyons. La situation politique, économique, culturelle et, si l'on veut, sécuritaire de notre mère patrie l'Afrique. Faudrait-il encore parler de ce sucre, si vous voulez, de l'essence de la politique de l'homme et de la femme africaine, qui, jusqu'à preuve du contraire, attend tout de l'extérieur. Pour sa sécurité aujourd'hui, ce n'est plus l'Occident, ce n'est plus le bloc occidental, c'est qu'il arrive maintenant à aller de l'autre sens pour, si l'on veut, céder sa souveraineté militaire et sécuritaire aux mains d'autres nouveaux venus. Tant soit peu, tant mieux, si c'est une stratégie qui lui permettra dans les jours à venir de prendre conscience. Mais j'estime que l'heure est venue maintenant de recréer l'homme et la femme africaine, de recréer un nouveau Muntu justement pour permettre à cet homme-là de prendre conscience, d'utiliser à bon escient les multiples richesses et les multiples potentialités que la nature et la divinité suprême lui a offertes de façon quasi gratuite, afin d'améliorer les conditions de vie non seulement de ceux qui vivent en Afrique, mais aussi de l'humanité de façon générale. Et à travers cet ouvrage-là, j'aborde essentiellement les questions qui nous touchent quotidiennement. Les questions notamment économiques, les questions politiques, les questions sécuritaires, les questions financières. Je parle de questions monétaires. Non seulement j'en parle, mais je propose des solutions à la dimension et, si vous voulez, à la taille de tout un chacun. Chacun de nous pourra, à travers cet ouvrage, trouver des voies et moyens pour solutionner, trouver des voies et moyens pour travailler, trouver des voies et moyens pour révolutionner, notamment, non seulement autour de lui, non seulement sa vie personnelle, mais aussi révolutionner, si vous voulez, l'humanité à son échelon, à sa possibilité, à ses capacités. C'est un ouvrage qui pose aussi les jalons, si vous voulez, ou qui pose les bases, notamment de la réunification et, si vous voulez, de la réconnexion entre les Africains de la diaspora, j'allais dire la diaspora historique, Martinique, Guadeloupe, Antilles, Haïti, et les Africains qui sont restés. Je pose le base notamment de cet avenir proche ici, qui va intervenir d'ici là. Cet avenir qui contraindra, je le dis haut et fort, à tout Africain de l'extérieur de repartir dans le continent. Et il faudrait notamment poser le base de cette réunification, sur quelle base cette réunification se fera. C'est la raison pourquoi j'ai exploré notamment les différents chemins culturels, les différents chemins à travers la gastronomie, à travers la musique, à travers la coiffure, où j'ai posé le base notamment, d'où les femmes africaines et les femmes antillaises, les femmes haïtiennes, les femmes guadeloupéennes, les hommes et jeunes et vieux pourront justement s'en servir pour poser les bases de cette réunification, pour remettre ensemble ce que l'impérialisme a voulu diviser, pour reconstituer la famille qui a été éparpillée de gauche à droite. À travers cet ouvrage, je pose notamment le jalon et les solutions, les pistes de solutions, les types d'actions à mener, les types de comportements à avoir pour permettre à notre mère patrie, l'Afrique, d'accéder à sa souveraineté monétaire et financière, notamment avec la sortie imminente de la monnaie du franc CFA, et éviter le piège
justement de l'écho et de toutes ces monnaies, de toutes ces pièges monétaires qui nous attendent dans les jours à venir. Je pose les bases notamment de mécanismes qui doivent permettre non seulement aux dirigeants africains, mais aussi à la jeunesse africaine de se familiariser ou de répondre le leadership des cibles politiques de sécurité et de défense. J'ai exploré notamment les grands enjeux et les grandes questions à venir sur la distribution d'eau potable dans les jours à venir. J'ai exploré les questions climatiques. J'ai exploré en profondeur certaines questions qui soient notamment économiques dans différents secteurs de l'économie, d'où j'ai posé le base et j'ai préconisé certaines solutions qui justement peuvent nous permettre à chacun de nous, là où vous êtes et dans la sphère où vous évoluez, pour apporter l'effort qui est vôtre justement pour participer à cette révolution. C'est le tambour de la révolution africaine achevée que j'amène au Burkina Faso dans l'esprit de participer notamment à cette aventure collective, à cette aventure commune, à cette lutte qui aujourd'hui, depuis près de 4 siècles, préoccupe notamment les Africains. Parce que c'est à la recherche de bonnes conditions de vie, c'est à la recherche d'une liberté vraie que nos pères, nos ancêtres et nous nous sommes inscrits depuis notre malheureuse rencontre avec l'Occident. Mes chers compatriotes, donc le 15 octobre, mes chers frères et sœurs, je suis avec vous au Burkina Faso. Je suis avec vous au pays des hommes intègres et je lance un appel notamment à toutes les bonnes volontés, à toutes celles et à tous ceux qui justement peuvent nous aider à travailler concrètement et conséquemment pour toucher l'ensemble de la jeunesse panafricaine et de la jeunesse du Burkina Faso pour justement réussir cette étape décisive, cette étape qui arrive notamment pour préparer le changement profond et radical que va subir notre mère patrie, l'Afrique, dans un avenir proche à 2 décennies près. Mes chers compatriotes, frères et sœurs, au-delà de ça, le 9 octobre, avant mon départ pour le Burkina Faso, je vous retrouve à Nazareth en Belgique, d'où nous poserons les bases notamment de ce travail pour lequel je vous ai demandé que nous puissions recréer l'homme et la femme africaine à l'image de notre culture, à l'image de notre identité, contrairement à cet homme qui a été créé à l'image de la culture et de l'identité occidentale, qui sur le plan politique, économique et sécuritaire est en train notamment de participer, si vous voulez, à la destruction de notre mère patrie, l'Afrique. Donc, le 9 octobre, je vous retrouve à Nazareth en Belgique, d'où nous poserons justement le base en ce qui concerne la récréation, si l'on veut dire ainsi, ou cette dynamique qui consiste, cette nécessité qui consiste à recréer et à refaçonner l'homme et la femme africaine sur de nouvelles bases. C'est un événement qui justement est payant, le 9 octobre, qui nous permettra notamment de mobiliser une partie des fonds pour tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce qui a été engagé jusque-là. Au-delà de ça, j'ai une information à porter à votre connaissance, d'autant plus que vous avez suivi notre action à Marseille, au musée de Mahoua à Marseille. Et il revient que vous savez que nous avions été relaxés à Marseille et que le procureur a fait appel à cette décision, d'où en deuxième instance nous avons été condamnés. Alors à notre tour nous avons fait appel, ou si vous voulez nous avons saisi la Cour de cassation et la Cour de cassation doit se prononcer. Mais vous savez, ceux qui connaissent ces parcours judiciaires savent bien que la Cour de cassation est une parcelle réservée à une certaine élite politique française. Une opportunité qui leur est accordée lorsque cette élite-là, ou ceux qui constituent cette élite, arrivent à être condamnés 1 à 2 fois, vont vers la Cour de cassation pour chercher justement à casser cette décision. Donc, le frais relève à peu près à 10 000, 15 000 euros. 9 000, dans certains cas 8 000 pour justement saisir la Cour de cassation, c'est-à-dire les avocats qui sont disposés notamment à défendre notre dossier à la Cour de cassation. Alors jusqu'au 15 novembre, il nous faut compléter 3 000 euros. 3 000 euros pour ces procès de l'action que nous avons menée au musée Mahoua de Marseille pour la restitution de notre patrimoine pillé. Je lance ici un appel aux personnes de bonne foi. Je lance ici un appel
à toutes celles et à tous ceux qui sont habitués de nous aider dans ces sens pour nous permettre notamment de compléter cet effort financier afin que nous puissions aller justement devant la Cour de cassation. Parce que nous n'accepterons pas de perdre aussi facilement face à une évidence qui est une vérité. L'État français veut faire croire au monde que nous sommes dans l'illégalité. L'État français veut faire croire au monde que notre action qui consiste à la restitution du patrimoine africain est une peine perdue. Alors, nous allons démentir ces pronostics. Nous allons démentir cette logique de l'État français qui va dans ce sens et qui fait tout pour aller dans ce sens. Je disais autrefois que les déclarations d'Emmanuel Macron étaient une manœuvre dilatoire. Aujourd'hui, 4 ans après, 5e année à la fin de son mandat, tout le monde a suivi que la décision a été reportée. La décision de restituer les œuvres d'art et le patrimoine africain, c'est une décision qui a été reportée. Reportée justement parce que l'on savait que c'était une stratégie politique. Alors, il nous faut repartir dans l'arène du combat. Nous repartirons dans l'arène du combat, mais néanmoins, il faut passer par cette étape de la Cour de cassation pour pouvoir évacuer l'épée de Damoclès qui a été mise sur nos têtes, notamment à travers cette action qui a été menée au musée Mahoua de Marseille. Donc, je lance solennellement un appel à toutes ces personnes de bonne foi et à toutes celles et ceux qui sont habitués de nous aider. Sur la page, ma page Instagram, Moizoulou Diabanza, vous verrez justement un lien, Linktree, à travers lesquels vous pouvez continuer à nous assister. Et évidemment, à travers m-udc@hotmail.com, compte PayPal, d'où vous pouvez, notamment par PayPal, essayer d'apporter tant soit peu votre contribution pour aider justement à ces frais d'avocat qui nous permettra de faire face au procureur de la République de Marseille et notamment au ministère public face à cette condamnation en 2e instance dont nous avons fait l'objet. Donc mes chers compatriotes, voilà l'information que j'ai voulu apporter à votre connaissance. Nous sommes justement dans cette dynamique. Donc jusqu'au 15 novembre, il nous faut finaliser ces montants colossaux pour saisir justement ces avocats et que notre mémoire soit déposée auprès, j'allais dire, de la Cour de cassation, afin que nous puissions défendre le patrimoine africain et défendre et porter haut et fort les aspirations justement de notre peuple. Mes chers frères et sœurs, le 15 octobre, je suis justement au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, d'où nous travaillerons autour de la culture, comme je le disais, et puis avec les tambours de la révolution africaine achevés, justement, qui sera mon prochain ouvrage et qui sortira officiellement au Burkina Faso. C'est la 2e raison de ces voyages. Et le 9 octobre, je suis à Nazareth, d'où nous travaillerons justement dans la nécessité de poser les bases de ce que je disais, la nécessité de recréer le Muntu à notre image, à l'image de notre culture et à l'image de notre identité. Sur ce, je vous dis unité, dignité, courage et merci encore de votre disponibilité.